Merci. Alors, je voudrais commencer en remerciant le comité pour l'invitation. C'est un plaisir de venir à Béjaïa. On est toujours très bien accueillis ici. Merci à tous. Et en même temps, je voudrais aussi remercier le comité d'organisation, parce que je sais bien que c'est très compliqué d'organiser une grosse conférence comme ça. Donc, bravo pour tout le travail que vous avez fait. Donc, je viens de Lyon, de l'Institut Lumière Matière, qui est un gros laboratoire qui travaille sur la matière de l'atome aux matériaux, avec plusieurs axes thématiques. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de nanosciences et surtout de théorie. Alors, la présentation s'intitule « Structure électronique et réponse plasmonique des nanoclusters métalliques ». Et je vais commencer par une introduction sur les propriétés optiques des nanoparticules métalliques. Alors, on en a déjà entendu parler, mais je vais quand même remettre une petite couche. Je vais vous parler de résonance de surface plasmon, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes que celles qu'on vient de voir. Les miennes, elles ne sont pas propagatives, elles sont juste dans une particule et elles restent confinées. Mais on utilise quand même le même langage. Je vous montrerai le lien étroit qui existe entre la structure électronique et la réponse optique. Et puis, je vous donnerai nos résultats ou certains de nos résultats sur quelques clusters nanoparticules dans le vide ou environnés avec une matrice ou des ligands. Alors, les propriétés optiques des nanoparticules sont utilisées depuis très longtemps et sont aujourd'hui utilisées dans de nombreuses applications. Je pense que tout le monde sait ça. Donc, on utilise notamment les propriétés optiques pour colorer les verres depuis très longtemps, depuis des siècles. On montre très souvent cette coupe romaine du IVe siècle, qui est une coupe en verre, et à l'intérieur, il y a des nanoparticules d'or, d'argent et un petit peu de cuivre. Elle apparaît rouge lorsqu'elle est éclairée de l'intérieur et verte lorsqu'elle est éclairée de l'extérieur. Et ces couleurs sont notamment dues aux propriétés optiques des nanoparticules qui sont dans le verre. Et puis un autre exemple aussi très connu, au Moyen-Âge, les vitraux utilisaient beaucoup de nanoparticules, sans le savoir en général, où la couleur rouge est le plus souvent due à la présence de nanoparticules d'or, la couleur orange ou jaune à la présence de nanoparticules d'argent. Et même plus récemment, ce flacon de parfum contient des nanoparticules de cuivre dont le gradient en taille permet un dégradé en couleur. Alors, ces propriétés optiques ne sont pas utilisées que pour la coloration des verres, il y a beaucoup d'applications, et toutes ces applications, notamment en médecine, c'est ce qui se développe beaucoup en ce moment, où les particules métalliques sont utilisées comme nanosondes pour le diagnostic, aussi pour la photothérapie, où on utilise les particules pour chauffer localement une zone cancéreuse, par exemple, et détruire les cellules malades. Alors, il y a beaucoup d'applications, je ne vais pas toutes les citer, mais toutes ces propriétés optiques viennent de l'exaltation d'un phénomène qu'on appelle la résonance plasmon de surface, qui est une excitation très intense, qui a lieu dans le visible lorsqu'on utilise des métaux nobles. Alors, il y a aussi beaucoup de promesses dans les milieux, dans les matériaux pour l'énergie. Je ne vais peut-être pas en parler, parce que je crois que quelqu'un va en parler demain. Alors voilà, je vais vous dire avec les mains ce que j'entends moi par résonance plasmon de surface localisée, même si je pense que beaucoup d'entre vous connaissez déjà ça. Je prends l'exemple de l'argent. L'argent, donc, a un électron de valence, 5s, et si j'ai n atomes, je vais avoir n électrons de valence, représenté ici en bleu. Alors comme c'est un métal, cette densité électronique va occuper tout le volume de manière quasiment libre. Et alors soumis à un champ électrique, par exemple le champ d'un laser, la densité électronique va osciller, alors c'est très exagéré sur le dessin, la densité électronique va osciller en suivant le champ électrique du laser. Et si la fréquence du laser correspond au mode propre du mouvement de la densité électronique, on a un phénomène de résonance et qui est donc à la source d'une absorption très intense de la lumière. Alors, cette résonance a lieu. Cette résonance a lieu dans le visible pour les métaux nobles, mais d'une manière générale, elle a lieu pour la plupart des métaux et à des longueurs d'onde qui dépendent de la nature du métal.
Pour l'argent, elle est autour de 400 nanomètres dans une solution colloïdale. Pour l'or et le cuivre, la plus grande longueur d'onde. La résonance dépend également de la taille des particules. Quelqu'un en parlait ce matin. En général, alors pour l'argent, par exemple, quand on diminue en taille, on a un décalage vers les grandes énergies, vers le bleu. On passe de 3 à 4 eV typiquement. Et la résonance dépend également de la forme de la nanoparticule. Les nanobâtonnets n'ont pas les mêmes couleurs selon le rapport d'aspect. Et puis des formes triangulaires n'auront pas la même résonance que des formes sphériques, par exemple. Et puis, elle dépend aussi de l'environnement. À gauche, ici, pas du tout ici, à gauche, ça ne marche pas, on va revenir. Ici, à gauche, on a la bande placement de petites nanoparticules d'argent, 2 nanomètres. En trait plein, c'est en phase gaz, et puis les autres traits, c'est dans des matrices, et selon la nature de la matrice, on voit que le placement se déplace. En général, il se déplace vers les basses énergies, vers le rouge. Et puis, bien sûr, lorsqu'on va avoir des ligands autour de la nanoparticule, les ligands vont aussi changer la réponse optique. Alors, pour étudier la réponse optique dans les labos, on synthétise ces particules de 2 manières. Il y a en gros 2 voies. La voie chimique, dont on a parlé ce matin, qui consiste à réduire un sel métallique avec un réducteur et un stabilisant. Et on obtient alors le plus souvent des nanoparticules qui sont recouvertes de ligands. Et puis la voie physique, où on forme des agrégats par vaporisation. On génère un jet moléculaire où les agrégats sont libres, peuvent être triés en masse. Et pour les conserver sur une longue durée, on peut les stocker dans des matrices solides. Les expérimentateurs savent très bien faire ça. Et à droite, ici, on a un échantillon de nanoparticules d'argent dans la silice, par exemple. Et comme ça, on peut conserver sur de très longue durée les échantillons. Alors, il y a plusieurs méthodes expérimentales pour mesurer les réponses optiques de ces nanoparticules. Et ces dernières années, ce qui a surtout marqué, c'est que les expérimentateurs ont fait de gros progrès, sont maintenant capables de mesurer la réponse optique de particules de plus en plus petites. Ils sont aujourd'hui à 1 nanomètre. Alors ici, je montre les spectroscopies HILS, donc spectroscopie électronique à perte d'énergie. Sur des nanoparticules d'or, quand on arrive au-dessous de 5 nanomètres, ici on a un décalage vers les hautes énergies, donc vers le bleu. Et avec les réponses, alors en HILS, ils ont mesuré des réponses optiques jusqu'à des particules de 1,7 nanomètres. Et avec les réponses, avec les méthodes de l'optique laser traditionnelle, on peut aller encore plus bas en taille. À droite, ici, vous avez un spectre de l'argent dans la silice pour des particules qui ont de diamètre qui vont de 0,5 à 2 nanomètres. Et le placement est mesuré à 3 eV, ici, quelle que soit la taille. Et puis à gauche, une expérience très récente de nos collègues de Lausanne qui, eux, ont mesuré la réponse optique d'agrégats d'argent stabilisés dans des matrices de gaz rares. C'est du néon à 6 Kelvin. Et dans ce cas, ici, ils ont mesuré un placement autour de 4 eV, et ils ont pu mesurer une réponse placement jusqu'à des petites tailles, alors d'où je suis, je ne vois pas bien, allant jusqu'à 20 atomes. C'est-à-dire à partir de 20 atomes, tout petit, 20 atomes, on a déjà une réponse de type placement. Alors au niveau théorique, pour décrire ce phénomène optique, on va utiliser des approches qui vont dépendre de la taille de la nanoparticule. Pour les grosses nanoparticules, on décrit le placement par des méthodes classiques, par exemple la théorie de Mie qui consiste en gros à résoudre les équations de Maxwell. C'est valable pour les très grosses nanoparticules. Pour celles qui sont un peu plus petites, on a des méthodes semi-empiriques qui sont en place déjà depuis une vingtaine d'années, qui marchent très bien, très bons résultats, pas de souci. À l'opposé, pour les tout petits systèmes, on va dire quelques dizaines d'atomes, en général, on n'a pas encore de placement, on a plutôt des spectres de type moléculaire avec des raies isolées. Et là, on va utiliser les méthodes de la chimie quantique pour reproduire les spectres.
Et puis alors les tailles intermédiaires. Alors taille intermédiaire, c'est typiquement quelques dizaines, quelques centaines d'atomes, ça dépend des conditions, ça dépend du système. Ce qui veut dire en gros c'est 0,5 à 2 nanomètres. Sur ces petites tailles, eh bien, on s'attend à avoir des effets quantiques et on s'attend aussi à des effets de confinement. Ces clusters ici sont trop petits pour qu'on utilise les méthodes classiques et ils sont un peu trop gros pour qu'on utilise les méthodes de la chimie quantique. Alors néanmoins, dans notre équipe, on s'intéresse beaucoup à ce domaine-là et on travaille avec la TD-DFT. Et depuis quelques années, les expérimentateurs nous fournissent maintenant des données. On n'avait aucune donnée il y a encore 5 ans, aujourd'hui on en a pas mal, et il y en a encore d'autres qui vont arriver dans les années à venir. Et donc moi je vais surtout me concentrer là, je vais vous parler surtout de ce domaine-là. Donc c'est 0,5 à 2 nanomètres maximum. Alors bon, ça vous savez tous, d'une manière générale, quand on étudie les propriétés d'un système, lorsqu'on diminue la taille, on a des effets de confinement liés à l'augmentation du rapport surface sur volume. Et d'une manière générale, quand on arrive au nanomètre, jusqu'au nanomètre, les propriétés évoluent de manière régulière. Et au-dessous d'une certaine taille, un nanomètre, quelques nanomètres, des effets quantiques apparaissent et on a alors des propriétés qui montrent des comportements irréguliers ou parfois ajouter ou enlever un atome ou quelques atomes modifient violemment les valeurs. Et dans les réponses optiques, on va avoir le même comportement ici pour les petites tailles et ce comportement va être lié à la structure électronique puisqu'on passe des structures de bande pour le bulk à des états discrets, on va dire à l'ordre du nano, on a des états discrets qui vont créer des irrégularités dans la réponse optique. Alors, en pratique, pour faire des calculs, on procède de la manière suivante. C'est un peu schématique, mais c'est à peu près ça. Dans un premier temps, on calcule les structures géométriques. Typiquement, on va d'abord prendre des potentiels atomiques semi-empiriques adaptés aux métaux. Et puis, on va après faire un traitement en DFT sur les structures les plus pertinentes. On va étudier la structure électronique de l'état fondamental en DFT et puis la structure des états excités. Et puis on va étudier les états excités et les spectres d'absorption, la réponse optique, en TD-DFT, en prenant des fonctionnels adaptés à notre système. Alors, si je commence la partie résultats, je vais commencer par vous parler de l'argent, parce qu'on a fait beaucoup de choses dessus. Alors voici les structures géométriques qu'on a considérées. Elles ont été obtenues avec un potentiel qui est bien connu dans la littérature pour les métaux, EAM, bon, et relaxées ensuite en DFT. Parmi ces structures, il y en a quelques-unes qui ont des symétries assez fortes, comme argent 38, ou bien le 55-147, qui sont bien connus, ce sont des icosaèdres parfaits. Le 92 est aussi très symétrique. Alors en fait, on ne sait pas exactement si ce sont vraiment les bonnes structures. Mais ce n'est pas très grave pour la réponse optique, parce qu'en fait, on a eu, vous voyez peut-être pas d'où vous êtes là, c'est pas très grave pour la réponse optique, parce que du moment qu'on a une structure à peu près sphérique, comme on est dans des métaux, la réponse optique ne va pas être très sensible à la géométrie. On peut déplacer 1, 2, 3 atomes, il ne se passe pas grand-chose. Donc même si on n'a pas les bonnes structures, ce n'est pas très grave pour regarder la structure, pour regarder la réponse optique. Alors, dans nos calculs DFT, on retrouve un remplissage en couches électroniques du type 1s, 1p, 1d, un peu comme sur l'atome, où donc les électrons de valence, l'électron S, occupent des orbitales totalement délocalisées, qui respectent la symétrie quasi sphérique de l'agrégat. Et on a des nombres magiques pour 18, 34, 58, 92 qui correspondent à des nombres d'électrons égales à un remplissage en couche pleine. Un peu l'équivalent des gaz rares pour les atomes. Alors on peut voir ces nombres magiques, ces remplissages sur les densités d'état, et c'est des choses qui avaient été prédites il y a une trentaine d'années par le modèle de type Gélium, où à l'époque il n'y avait pas de DFT, on considérait que les électrons étaient dans un fond de charge positive.
est soumis à un potentiel en forme de puits qu'on calculait de manière ad hoc, qui est une forme comme ça. Bon. Alors, pour illustrer ce que ça donne, hein, voici typiquement les orbitales qu'on obtient. Par exemple, ici, un cas simple, AG20, il y a 20 électrons de valence, eh bien, on aura des électrons 1s2, 1 p6, 1 d10, 2s2. Et les orbitales ressemblent à ça. Vous avez la 1s ici, les 3 orbitales p. Alors, vous voyez, on reconnaît juste visuellement, on reconnaît les lobes caractéristiques des orbitales p. C'est un peu moins joli que sur l'atome, parce que là, on a quand même la contrainte de la structure atomique à l'intérieur, mais à l'œil, on les reconnaît. Et si on projette ces fonctions sur les harmoniques sphériques, on constate bien que ce sont des orbitales P. Sur des agrégats un peu plus gros ou un peu plus symétriques comme argent 55, ça se voit encore mieux. On a des orbitales 1D ici, les 4 orbitales, les orbitales D avec les 4 lobes caractéristiques, les 2S, les 7 orbitales F, les 2P, les orbitales G, etc. Et genre 92 ici, on va remplir jusqu'aux orbitales 1H. Donc juste à les tracer, on les reconnaît déjà, et si on n'est pas convaincu, on les projette sur des harmoniques sphériques. Et effectivement, on trouve que c'est vraiment des fonctions de symétrie. Alors, une fois qu'on a la structure électronique, on peut après calculer des tas de propriétés. Alors ici, je donne la polarisabilité statique qu'on a calculée en DFT. Ici, c'est les traits bleus en fonction du nombre d'atomes. Il y a 2 boutons trop proches pour moi. Et en rouge, ce sont les valeurs expérimentales. Alors l'accord théorie-expérience est globalement bon, et surtout ce qu'il faut voir, c'est qu'on obtient une polarisabilité avec une valeur minimale pour les couches électroniques pleines, donc 8, 18, 58, 18, 34, 92. Par contre, le 58 est une exception, ce n'est pas un minimum, parce qu'en fait, ici, on a un minimum pour la taille 55. Alors, 55, chez nous, c'est aussi un nombre magique pour des questions de structure atomique. C'est un icosaèdre parfait. On remplit les couches atomiques, et pas les couches électroniques. Alors là, je ne vais peut-être pas en parler. Alors, on a retrouvé aussi des orbitales très délocalisées sur des agrégats de germanium. On a eu un exposé ce matin. Alors, j'arrive à la réponse optique. Donc, pour avoir la réponse optique, on fait des calculs de télé-DFT. Ça a été évoqué un peu hier. Alors, je vais dire en un mot le principe d'un calcul DFT sans rentrer dans les équations qui sont quand même un peu compliquées. Pour les gens qui sont intéressés, j'ai un cours complet sur le web. Bon. Le principe est le suivant. Un photon est absorbé par une particule et crée donc un moment dipolaire induit. On décrit le photon de manière classique avec un champ électrique oscillant et le potentiel associé. Et on cherche la réponse linéaire de la densité électronique, qu'on va écrire sous un terme ρ0 qui est la densité d'état fondamental, quand il n'y a pas de perturbation, plus un terme de perturbation, ρ1, qui va dépendre explicitement du temps. Alors en toute rigueur, pour avoir vraiment les réponses optiques, on a besoin d'écrire l'évolution des éléments de la matrice densité, et pas simplement de la densité, mais je passe sur ces détails. Et alors on montre que les électrons sont alors soumis à un potentiel qui dépend explicitement du temps, qui va inclure le potentiel appliqué, donc le potentiel du haut laser directement, plus la réponse linéaire du terme de Hartree et du terme d'échange-corrélation. On met tout ça en équation dans un terme qu'on connaît aujourd'hui sous le nom d'équation de Casida, et on arrive à calculer les états excités, leur énergie, les forces oscillatoires, et on en a tout ce qu'il faut pour faire de la spectroscopie. Le seul point sur lequel je vais insister davantage, c'est que pour faire des états excités en TD-DFT, il faut utiliser une fonctionnelle adaptée. Alors, ça a été un peu dit hier. On ne peut pas faire des états excités avec n'importe quelle fonctionnelle. J'illustre ça sur un exemple pour argent 55. Le spectre expérimental est en noir, vous voyez autour de 4 eV. Si on fait un calcul de réponse optique avec une fonctionnelle GGA, donc GGA, c'est les fonctionnels standards PBE, BP86, etc., on obtient alors le spectre en vert qui n'a rien à voir avec l'expérience. Si maintenant je prends une fonctionnelle un peu plus évoluée où j'ajoute un terme correctif en -1 sur R à longue distance, c'est les fonctionnels qui sont connus du type LB94, etc. J'obtiens le spectre en bleu qui est déjà
bien plus proche de l'expérience, malgré un décalage de 0,3 eV à peu près. Mais si on analyse cette bande, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout du placement, c'est en fait un artefact. Cette bande ici vient des états excités d'électrons D qui normalement ne devraient pas apparaître. Donc on a l'impression d'avoir quelque chose d'à peu près correct, mais c'est juste un artefact. Et puis enfin, en rouge, on a des spectres calculés avec des fonctionnels qui contiennent de l'échange exact arc-trifoque à longue distance. Dans la littérature, on appelle ça LC, GGA, RSH, etc. Et celles-ci, elles reproduisent l'expérience. Ce sont les seuls qui marchent. Alors, ce sont des fonctionnels qui sont maintenant bien documentés dans la littérature. Et la raison pour laquelle elles marchent, c'est parce que ce sont les seuls qui sont capables de décrire correctement les électrons D. Alors ici, ce qu'on cherche, c'est du placement, c'est les excitations d'électrons S. Mais pour décrire correctement les électrons S, il faut d'abord décrire les électrons D. Sinon, ça ne marchera pas. On n'aura pas la polarisation correcte. Et dans le cas de l'argent, les transitions D vers S ont des caractères de type Rydberg ou transfert de charge, ce qui veut dire que quand on excite un électron D, il part dans une zone spatiale qui est éloignée de son point de départ. Et ça, on ne peut pas le faire en TD-DFT. Sauf si on corrige les erreurs de self-interaction des fonctionnels. Et une manière de faire est de prendre de l'échange arc-trifoque à longue distance. Donc à longue distance, mon échange, pour moi, c'est arc-trifoque. Alors tout ce que je vais vous présenter, a été calculé avec des fonctionnels de ce type. Alors voici les spectres qu'on obtient pour l'argent dans le vide, en phase gaz. Donc en rouge, ce sont les spectres que nous avons calculés, et en noir, c'est l'expérience. On a un placement autour de 4 eV. Alors ici, on va de 20 à 92 atomes. On est encore assez petit, mais globalement, l'accord expérience-théorie est très bon. On reproduit même des petits épaulements par ici, donc c'est vraiment très bon. Alors en fait, ici, il y a une petite tricherie quand même, c'est que le spectre expérimental a été mesuré dans une matrice de néon, et nos collègues expérimentateurs ont décalé en bloc leur spectre d'une quantité de 0,17 eV, qui est une valeur qui prend en compte les effets diélectriques de la matrice. Et ce 0,17, c'est une valeur qu'ils ont obtenue il y a longtemps sur des agrégats sur d'autres systèmes qui sont bien connus. Et ce 0,17 semble bien coller avec nos résultats ici, mais on a voulu aller plus loin et on a fait des calculs en prenant en compte explicitement la matrice. Alors voici comment on a fait. On a entouré nos agrégats d'argent avec une centaine d'atomes de gaz rare, traités explicitement dans le calcul DFT et TD-DFT. Et l'ensemble est mis dans un milieu diélectrique décrit par la constante diélectrique. Voilà. Et on obtient les spectres en rouge ici, dans le néon, comparé à l'expérience qui est en noir. Donc, vous voyez, l'accord est excellent. Et on a étendu ça aux autres gaz rares, l'argon, krypton, xénon, et voilà, ça marche très bien. C'est la thèse de Romain Xira qui est en bas, donc personne ne doit voir. Mais voilà. Et avec cette méthode, on a pu aller un petit peu plus loin même. Donc on a pu montrer qu'à partir d'une vingtaine d'atomes, l'effet de la matrice, c'est vraiment un décalage vers le rouge, vers les basses énergies de 0,17. Ça marche très bien. 0,16, 0,18, c'est exactement ça. Par contre, pour les agrégats plus petits, cette valeur ne marche plus du tout. Parce que, notamment pour ici, c'est argent 8, c'est vraiment tout petit. Pour les très petits systèmes comme ça, il y a des effets de confinement supplémentaires qui apparaissent et qui contrebalancent les effets diélectriques. Alors, les effets de confinement, ils tendent vers le bleu, les effets diélectriques tendent vers le rouge. Si bien que dans le cas de argent 8, le spectre qu'on obtient en matrice, c'est celui qui est en rouge, il est quasiment identique à celui du spectre en phase gaz, qui ici est en vert. Quasiment superposé, donc d'où vous êtes, vous ne devez pas voir la différence. Alors, je montre ici l'évolution de la résonance placement en fonction de la taille des agrégats. Alors, c'est en fonction de l'inverse du diamètre. Donc, les grandes tailles sont à gauche, les petites tailles à droite. Et on voit deux phénomènes intéressants. Alors, la plupart ce que je montre ici, ce sont des résultats expérimentaux. Donc,
d'abord, on constate un décalage vers les hautes énergies quand on réduit la taille du système, c'est assez bien connu depuis longtemps, où on passe typiquement de 3.2 ou 3.4 à 4 eV. Et puis aux petites tailles, on a des variations et on a notamment des maxima qui correspondent au nom magique que j'ai donné tout à l'heure, qui sont les remplissages en couches pleines. Ce qui veut dire que chaque fois qu'on remplit une couche électronique, on a une énergie de placement qui est plus grande. Et ça s'explique d'une manière classique, classiquement, d'une manière assez simple, où on peut montrer que l'énergie d'excitation est en fait proportionnelle à l'inverse de la racine carrée de la polarisabilité. Et comme on a vu que la polarisabilité est minimale lorsque les couches sont pleines, eh bien l'énergie sera maximale. Alors, on a développé et utilisé tout un tas d'analyses, des analyses purement qualitatives sous forme de représentation de trous particules, densité de transition, et aussi des analyses un peu plus quantitatives avec des indices plasmoniques. Alors c'est un peu mathématique, un peu technique, je ne vais pas détailler, je vais donner 2-3 exemples un peu plus loin. Si ça vous intéresse, on vient de publier avec Romain un papier qui explique tout ça. Je vais juste donner 2-3 dessins quand même. Alors je montre ici la densité de transition. Alors, la densité de transition, on peut voir cet objet de différentes manières. Quand un photon, la probabilité qu'un photon soit absorbé est proportionnelle à la force d'oscillateur. Et cette force d'oscillateur fait intervenir les composantes, les moments de transition suivant x, y, z, qui sont simplement des fonctions comme ça, les intégrales. Et la fonction t dans l'intégrale, c'est la densité de transition. Alors, il se trouve aussi que lorsqu'on calcule la réponse au terme linéaire, la réponse linéaire, on peut montrer que cette densité de transition est également la transformée de Fourier de l'évolution temporelle de la densité. Et ça, c'est très bien connu sous le terme de densité induite, que les expérimentateurs utilisent souvent. Et donc, quand on s'arrête au terme linéaire, la densité induite, c'est la même chose que la densité de transition. Alors, je représente ici cette densité de transition pour argent 147 sous forme d'isosurface. Le rouge, valeur négative, bleu, valeur positive, et c'est tracé pour plusieurs iso-values. Et ce qu'on observe, alors ici, ce sont les transitions principales qui comptent pour le placement. Donc ce qu'on observe ici, c'est une zone rouge, une zone bleue bien séparées l'un de l'autre, uniquement en surface, d'où le nom placement de surface, hein, même si le placement de surface, c'est un effet de volume, hein, c'est la densité totale qui bouge. Mais au final, il y a un effet visible, entre guillemets, que sur la surface. Et donc comme ça, on obtient une image qui est juste une représentation de l'oscillation de la densité électronique. C'est une transformée de Fourier, quoi. Et donc, pour ces petites tailles, on a déjà quelque chose qui ressemble à ce qu'on aurait sur une grosse particule. Alors, on s'est intéressé à d'autres métaux que l'or, alors que l'argent, on a fait aussi l'or, le cuivre. Alors, dans le cas pour l'argent, la bande D est assez éloignée, et tout en bas de la bande S, alors que pour l'or et le cuivre, la bande D est à l'intérieur de la bande S, et ça complique les calculs, ça veut dire que les électrons D vont jouer un rôle plus important. Et ça se voit d'ailleurs, c'est bien connu dans la réponse optique. Ici, une nanoparticule d'or, on a le placement vers 400 nanomètres, 300 nanomètres, 400 nanomètres, oui. Et tout de suite, avant de redescendre, on a la bande D qui apparaît aux petites longueurs d'onde. Alors que pour l'argent, pour les tailles comparables, on a une bande entière et la bande D est plus loin, on la voit. Alors ici, je montre des calculs pour la taille de 55 atomes, donc on est encore petit ici, et la réponse optique, le spectre d'absorption est beaucoup plus riche pour l'or et l'argent. On a une multitude de transitions, alors que pour l'argent, on n'avait pas grand-chose. Et si on regarde une image de type densité de transition, sur l'argent, on a un schéma qui représente une oscillation, suivant une direction qui est en fait la direction de polarisation du champ électrique et qui correspond à ce qu'on appelle un placement de surface, alors que pour l'or et le cuivre, on est dans des schémas beaucoup plus compliqués avec des alternances positifs-négatifs, rouge-bleu. Donc on n'est pas encore dans un régime vraiment plasmonique.
Et on peut aussi faire des images de type trou-particule, ou dans des dessins, alors si on prend la dernière colonne, lorsque l'électron est excité, ou lorsque le système est excité, l'électron est éjecté des zones rouges pour aller vers les zones bleues. Donc on voit qu'il part en surface, dans une direction privilégiée pour l'argent, qui est la polarisation du champ électrique. Pour l'or et le cuivre, on est dans un schéma qui est plus de type moléculaire ici. On a fait aussi quelques nano-alliages. Alors vous savez que les nano-alliages peuvent avoir tout un tas de structures selon les métaux considérés, hein, les structures corps-coquille, des structures ségrégées type Janus, ou des ça c'est surtout quand les systèmes ne sont pas, quand les deux métaux ne sont pas miscibles. S'ils sont miscibles, on peut avoir des systèmes mélangés comme ça, ordonnés ou non ordonnés. Et on a beaucoup de résultats expérimentaux sur l'or et l'argent, où ici je montre des spectres de nanoparticules d'or-argent de 2 nanomètres. Et on voit qu'en variant la proportion, la composition en argent, la réponse optique évolue de manière quasi linéaire en passant du placement de l'or vers 2 EV, et progressivement on arrive vers le placement de l'argent en augmentant la quantité relative d'argent, quasiment de manière linéaire. Et ça se reproduit très facilement dans les calculs, où, alors si vous allez voir même pour les petits agrégats, on n'a que de l'argent dans phase gaz, on a le placement ici qui est en rouge à 3,2 eV. Si on met une petite quantité d'argent, on est tout de suite à 3,4 eV ici en vert. Si on met une majorité d'argent, on arrive avec le spectre en bleu qui est bien plus intense à 3,8. Et si on n'a que de l'argent, on est à 4 eV. Alors, des études similaires avaient été faites il y a quelques années sur des particules de 147 atomes avec les mêmes conclusions. Et puis, on a aussi regardé argent-cuivre. L'argent et le cuivre en phase gaz ont quasiment la même réponse optique, sauf qu'elle est beaucoup plus intense pour l'argent que pour le cuivre. Et si on mélange, on obtient la partie en bleu ici, qui est un peu intermédiaire entre l'argent et le cuivre pur. Et ce qui est intéressant, c'est que si on change la structure, si on prend les structures donc Korshell, ou bien Janus, ou bien mélangées, on obtient quasiment la même réponse optique. Ce qui veut dire que dans le cas de argent-cuivre, la réponse optique ne peut pas apporter une signature sur l'ordre chimique. Alors on s'est aussi intéressé aux effets d'environnement. Alors il me reste 5 minutes, c'est ça? Alors, non, je vais vous donner 2-3 exemples de ce qu'on a fait il y a quelques années. Alors on s'est intéressé à l'effet de thiol-aryl sur la réponse optique d'agrégats d'argent en solution. C'est un travail qui avait été motivé par des manips sur des nanoparticules de 1 nanomètre et qui montrait une forte évolution de la réponse optique en fonction du taux de recouvrement en thiol, alors le placement initialement à 450 nanomètres quand l'argent est pur se décale vers les grandes longueurs d'onde lorsqu'on commence à mettre quelques thiols. Et lorsqu'il est recouvert à saturation, là, le placement a disparu et à la place, on a 8 raies bien identifiées qui ont été faites pour plusieurs thiols aryl. Et alors, à l'époque, on avait reproduit ces deux phénomènes avec des agrégats modèles où on avait, alors en phase gaz ici, on avait argent 20 sol, et dès qu'on met des ligands, on a un décalage vers le rouge, vers les basses énergies, et l'apparition d'une multitude de raies. Alors en fait, le décalage vers le rouge, on l'a expliqué par le fait que lorsqu'on met des thiols sur l'argent, l'argent devient chargé négativement. Et donc ça induit une diminution de l'énergie plasma. Et puis, les raies qui apparaissent, c'est simplement un transfert de charge entre les ligands et le métal. Et puis plus récemment, on a fait des nanoparticules recouvertes de ligands azotés, ligands amines. Alors dès qu'on met quelques molécules de ligands, la bande s'élargit, elle se décale petit à petit vers le rouge, vers les basses énergies, et dès qu'on met beaucoup de ligands, eh bien, on n'a plus de placement du tout, sauf si la particule est très grosse. Je vais finir avec ça. Alors,
On fait maintenant des simulations dans des matrices d'oxyde. Alors par exemple, je vais prendre le cas à droite ici. Alors, la plupart des mesures d'optique sur des agrégats fabriqués par voie physique sont stabilisés dans des matrices d'oxyde parce que l'oxyde est transparent. Et ici sur des spectres, dans ces spectres que je montrais tout à l'heure, avec des particules qui vont de 0,5 nanomètres, donc quelques dizaines de nanomètres, quelques dizaines d'atomes à quelques centaines d'atomes. Et le placement est à 3 eV, alors que dans le vide, il est à 4 eV. Donc on sait que la matrice a déjà au moins des effets diélectriques qui décalent de 1 eV, mais il y a probablement d'autres effets. Alors on sait énumérer une liste d'effets possibles, mais en fait on va être très modeste, on ne sait pas bien les décrire. C'est quand même compliqué. Alors on a fait un certain nombre de choses, on a regardé notamment l'oxydation, alors peut-être je vais passer cette partie, je vais finir ici, et on a finalement réussi à calculer la réponse optique de quelques agrégats d'argent, AG8, AG20, AG38, dans une matrice de silice. Alors, c'est un travail qui nous a pris plusieurs années, c'est une thèse entière, 3 ans, pour faire 3 calculs. Voyez. La première difficulté, c'est de décrire correctement la silice. Et ça a été très difficile. Ce qui est très difficile, c'est qu'elle soit transparente. C'est vrai. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais pour arriver à avoir une silice transparente dans des calculs TD-DFT, il faut pousser une optimisation de géométrie très très loin. Il faut saturer correctement toutes les liaisons pendantes, etc. C'est un travail dingue. Et comme on travaille avec des fonctionnels qui coûtent cher, parce que ce sont des fonctionnels hybrides, les temps de calcul se chiffrent en semaines, voire en mois. Enfin, alors une fois qu'on a une silice transparente, on met le cluster à l'intérieur, on en a fait ici, et puis on relaxe l'ensemble, et on relaxe l'ensemble en DFT, avec la fonctionnelle qui va nous servir à calculer le spectre d'absorption, et ensuite on calcule le spectre en TD-DFT. Les calculs sont très très lourds, il faut vraiment des puissances de calcul assez conséquentes. Et alors ici, on obtient des choses comme, alors sur argent 8 par exemple, on obtient ici la réponse placement qui est là vers 3,4 eV, alors que dans le vide, elle était à 4 eV. Donc, ce qui veut dire qu'on reproduit à peu près l'effet diélectrique. On est plutôt bien. Et ça, on peut même l'analyser plus en détail. Alors, on a pu montrer que toutes les transitions ici qui sont au-dessous de 3,5 eV sont uniquement liées à l'argent. Alors ça se voit ici sur les densités de transition. Alors, je sais pas si on peut... Si je prends argent 8 en phase gaz, la résonance principale elle est à 4 eV ici. Et elle est due à 3 transitions qui sont représentées ici par les densités de transition. Et lorsque le cluster est dans la matrice, la bande ici qui avait 3 états va nous donner 3 pics. Un ici, puis l'autre qui est là, qui se retrouve là. Donc on a une fragmentation du placement, mais malgré tout, on arrive quand même à avoir une bande de type placement. Ce qui vient derrière, c'est la bande D de l'argent, avec une contribution des premiers atomes de la silice. Et puis au-delà de 5 eV, c'est la réponse de la silice, probablement due à des défauts dans notre manière de générer la matrice. Alors, il faut dire que dans ces calculs, on a le cluster d'argent et la matrice est composée de 350 à 600 atomes. Donc c'est vraiment un très gros calcul. C'est à peu près ce qu'on peut faire de plus gros aujourd'hui. Voilà, donc pour conclure, donc on est capable aujourd'hui de fournir des spectres d'absorption qui sont vraiment comparables aux expériences et calculés en ab initio sur des systèmes qui vont... alors là, on est à 1 nanomètre. L'objectif maintenant, c'est d'aller jusqu'à 1,5 ou 2 nanomètres. Et notamment, il y a on a plusieurs collègues expérimentateurs qui travaillent sur la réponse optique de petits clusters, ce qu'eux appellent des petits clusters, mais qui est gros pour nous. Donc on a on a des expériences en cours sur des particules qui font 1 à 2 nanomètres. Et nous, on essaie de faire des manips aussi sur ces systèmes-là. Et puis on met l'accent aussi maintenant sur les particules protégées par des ligands, parce qu'on a beaucoup de demandes de collègues expérimentateurs. Pour terminer, voici la liste des gens que j'aurais dû citer plus tôt, avec qui on a travaillé.
Et ces gros calculs sont faits sur des centres nationaux et sur des machines du laboratoire. Voilà. Et il me reste à vous remercier pour votre attention. Merci.